Grosse surprise au FC Barcelone. Une vente de dernière minute change tout, et le Barça empoche des millions d'euros dans l'opération. Mais ce n'est pas tout. Que va faire Ansu Fati? Une dernière offre pourrait bien sceller son avenir. Pendant ce temps, Lamine Yamal entre dans la légende en effaçant un record de Messi, prouvant encore une fois qu'il est la pépite du futur. Et pour finir, le Real Madrid passe à l'attaque contre l'arbitrage avec une lettre officielle à la fédération. Si vous êtes nouveau ici, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité Blaugrana. C'est parti! Commençons par une performance qui a marqué les esprits, Lamine Yamal. Le jeune prodige de 17 ans a brillé lors de la victoire contre Alaves, et pas seulement en marquant ou en délivrant des passes décisives. Yamal a battu un record impressionnant qui appartenait à Lionel Messi depuis près de 20 ans. Face à Alaves, Yamal a tenté 20 dribbles, en réussissant 11. Un exploit que Messi avait réalisé lors de la saison 2006 à 2007 contre Majorque, mais avec un dribble de moins. Yamal devient ainsi le joueur du Barça avec le plus de dribbles réussis en un seul match depuis près de 2 décennies. Mais ce n'est pas tout. Cette saison, Yamal a déjà réussi plus de 60 dribbles en Liga et 50 en Ligue des Champions, des chiffres qui le placent loin devant ses coéquipiers. Alejandro Balde, par exemple, en compte un peu plus de 50 dans les deux compétitions. Avec plus de 20 participations directes à des buts et passes décisives, en moins de 30 matchs, Yamal prouve qu'il est déjà un joueur clé pour le Barça. À seulement 17 ans, il incarne l'avenir du club. Culé, vous avez de quoi être fier. Et maintenant, passons à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le Real Madrid et sa guerre contre l'arbitrage. Encore une polémique arbitrale qui enflamme l'Espagne. Le Real Madrid a récemment adressé une lettre de 4 pages à la Fédération royale espagnole de football, RFEF, pour dénoncer ce qu'il considère comme des décisions arbitrales défavorables lors de son match face à l'Espagnol. Cette plainte officielle, loin d'être une simple réaction à chaud, témoigne d'un sentiment de persécution que le club méringué exprime depuis plusieurs saisons. Mais cette guerre contre l'arbitrage est-elle justifiée? Ou bien s'agit-il d'une stratégie pour mettre la pression sur les officiels à l'approche des matchs décisifs? Lors du match contre l'Espagnol, plusieurs décisions arbitrales ont suscité la colère des dirigeants madrilènes. Le tacle de Carlos Romero sur Kylian Mbappé, un choc violent qui aurait pu entraîner une expulsion, mais qui n'a valu qu'un carton jaune. Le Real Madrid estime que cette faute méritait un carton rouge direct, ce qui aurait changé la physionomie du match. Le but refusé à Vinicius Junior, une décision qui a provoqué un tollé. L'attaquant brésilien pensait ouvrir le score, mais l'arbitre a jugé qu'il y avait une faute préalable sur l'action. Le Real conteste cette interprétation et accuse l'arbitre de manque de cohérence dans ses décisions. D'autres décisions litigieuses, plusieurs contacts non sifflés, un pénalty oublié et un arbitrage jugé bénéfique pour l'Espagnol. Selon le Real Madrid, ces erreurs ont directement influencé le résultat final du match, ce qui explique la plainte officielle envoyée à l'ARFEF. Cette plainte divise l'opinion publique en Espagne. Les supporters madrilènes estiment que leur club est désavantagé par les décisions arbitrales et que d'autres équipes, comme le FC Barcelone, bénéficient d'un traitement de faveur. Cependant, les fans du Barça et d'autres clubs rappellent que le Real Madrid a souvent été avantagé par l'arbitrage dans le passé. Le fameux Real Madrid et l'arbitrage, une vieille histoire. L'affaire Negreira et le Barça. Certains supporters mérengués se défendent en rappelant le scandale Negreira, qui a éclaboussé le Barça et jeté le doute sur l'intégrité des décisions arbitrales en Liga. Le Real Madrid et le VAR. De nombreuses actions controversées en faveur du Real Madrid ont marqué ces dernières années, notamment avec des pénaltys discutables ou des exclusions évitées par leurs joueurs. La communication du Real Madrid TV. La chaîne officielle du club a souvent attaqué l'arbitrage en Liga, notamment en analysant chaque décision contre le Real pour alimenter l'idée d'un complot. Cette plainte fait-elle partie d'une stratégie du club pour influencer les décisions futures? Certains analystes le pensent et estiment que le Real cherche à mettre la pression sur les arbitres avant les prochaines échéances importantes. Cette guerre médiatique entre le Real Madrid, l'ARFEF et les autres clubs espagnols se joue aussi sur les réseaux sociaux. Les médias pro-madrilènes comme Marca et AS relaient activement cette plainte, dénonçant une injustice flagrante contre le club. Les médias pro-Barça, de leur côté, ridiculisent la démarche du Real Madrid, en affirmant que le club méringué pleure dès qu'il n'obtient pas un arbitrage favorable. Sur Twitter, qui est devenu X maintenant, les fans s'affrontent à coups de montage vidéo, de comparaison avec des décisions passées et de hashtags comme arbitrage Real ou Madrid Laura. Cette situation montre à quel point le climat en Liga est devenu explosif, avec des rivalités qui dépassent le simple cadre du football.
Que peut-il se passer après cette plainte du Real Madrid? Plusieurs scénarios sont envisageables. L'ARFEF pourrait ignorer la plainte, estimant que les erreurs arbitrales font partie du football et que le Real Madrid n'a pas de raison valable de se sentir lésé. Les arbitres pourraient être plus prudents lors des prochains matchs du Real, afin d'éviter toute nouvelle polémique. Le Real Madrid pourrait continuer sa pression médiatique, avec des déclarations de joueurs et d'entraîneurs pour maintenir le débat ouvert. Les autres clubs pourraient réagir, notamment le Barça, qui pourrait répondre en pointant les décisions arbitrales ayant favorisé le Real dans le passé. Une chose est sûre, cette polémique ne fait que commencer. Cette plainte du Real Madrid est-elle justifiée, ou bien est-ce une nouvelle tentative d'influence sur l'arbitrage en Liga? Dites-le nous dans les commentaires. Du côté des transferts, une question reste en suspens. Ansu Fati. Malgré les rumeurs et les offres, notamment de Benfica et d'Al-Shabaab, le jeune attaquant a décidé de rester au Barça. Fati, qui gagne entre 13 et 14 millions d'euros bruts par an, est l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Cependant, sous les ordres de Hansi Flick, Fati a eu peu d'occasions de briller, ne jouant que 6% du temps total de l'équipe. Ses problèmes physiques, notamment une fascite plantaire et une blessure musculaire, ont freiné sa progression. Avec le marché des transferts désormais fermé, Fati devra convaincre Flick à l'entraînement pour retrouver une place dans l'équipe. Son avenir sera redéfini cet été, mais pour l'instant, il reste déterminé à se battre pour sa place au Barça. Pour terminer, une nouvelle qui va ravir les supporters du Barça, mais surtout les dirigeants du club. Nico Gonzalez quitte Porto pour rejoindre Manchester City dans un transfert estimé à 60 millions d'euros. Pour Barcelone, cette opération représente un coût financier intéressant, puisque le club catalan va toucher 40% de la vente, soit 24 millions d'euros. Une somme qui arrive au bon moment pour un Barça toujours en quête de liquidité afin de régulariser ses finances et renforcer l'effectif. Formé à la Masia, Nico Gonzalez a longtemps été considéré comme l'un des milieux les plus prometteurs du Barça. Héritier du jeu de possession cher au club, il a gravi les échelons et a même eu sa chance avec l'équipe première sous l'ère de Ronald Koeman et Xavi. Cependant, face à la concurrence de Pedri, Gavi et Frenkie de Jong, Nico a dû chercher du temps de jeu ailleurs. En 2023, Barcelone le vend à Porto pour 8,5 millions d'euros, tout en conservant 40% des droits sur une future vente. Un choix stratégique qui s'avère aujourd'hui payant. À Porto, Nico Gonzalez a rapidement pris de l'ampleur. Cette saison, il a brillé en Primeira Liga avec 7 buts et 5 passes décisives, devenant l'un des meilleurs milieux du championnat portugais. Ses performances ne sont pas passées inaperçues, attirant l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont Manchester City. Pep Guardiola, toujours attentif aux jeunes talents espagnols, aurait personnellement validé le profil de Nico pour renforcer son effectif. Après une lourde défaite contre Arsenal, Manchester City cherche à se renforcer au milieu de terrain. Avec les blessures de De Bruyne et l'incertitude autour de Calvin Phillips, le club anglais a besoin de sang neuf. Nico Gonzalez correspond parfaitement au style de jeu de City. Excellente vision du jeu. Capacité à dicter le tempo du match. Précision dans les passes et gestion de la possession. Jeune et encore perfectible. Sous les ordres de Guardiola, il pourrait suivre le même chemin que Rodri, qui était moins médiatisé à son arrivée à City, mais est aujourd'hui l'un des meilleurs milieux défensifs du monde. Pour Barcelone, cette vente est une excellente opération financière. En ajoutant les 24 millions d'euros récupérés sur cette transaction aux 8,5 millions encaissés lors de son départ à Porto, le Barça a réussi à tirer 32,5 millions d'euros de Nico Gonzalez. Mais surtout, cette vente s'inscrit dans une stratégie plus large du club, qui cherche à assainir ses finances en réalisant des transactions intelligentes. Valorisation des joueurs formés à la Masia. Revente avec pourcentage sur futures transactions. Libération de places dans l'effectif. Ces fonds permettront au Barça d'alléger sa masse salariale et de potentiellement investir sur un nouvel élément au mercato. Avec ces nouveaux millions en caisse, Barcelone pourrait se repositionner sur le marché des transferts. Les rumeurs parlent de renforts offensifs, mais aussi d'un possible mouvement au milieu de terrain pour compenser la blessure de Gavi. Nico Gonzalez triomphera-t-il sous Pep Guardiola? Le Barça pourra-t-il profiter de cette rentrée d'argent pour se renforcer? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Avec ces nouvelles, le Barça et le Real Madrid entrent dans une phase cruciale de la saison. Pour Barcelone, la performance de Lamine Yamal et les revenus générés par la vente de Nico Gonzalez sont des signes positifs. Cependant, la situation d'Ansu Fati reste à surveiller. Du côté du Real Madrid, les plaintes contre l'arbitrage montrent une pression croissante,
surtout après la blessure d'Antonio Rudiger et les critiques envers Carlo Ancelotti. La course au titre en Liga et les matchs décisifs en Ligue des Champions promettent d'être passionnants. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Barça peut-il compter sur Lamine Yamal pour les titres cette saison? Le Real Madrid est-il vraiment victime de l'arbitrage? Dites-le nous dans les commentaires.